Wang Haiwen se retrouve à Los Angeles. Il est en train de faire ses courses au marché lorsqu'il tombe sur une personne qu'il a déjà vue auparavant. Cette personne, c'est Su Che. Il la connaît non pas de Los Angeles, mais d'un temps très très lointain, lorsqu'ils étaient enfants et qu'ils vivaient ensemble dans le même Shikumen à Shanghai. Cette rencontre va raviver en eux des souvenirs, un passé qu'ils essayaient tant d'oublier. Et c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode aujourd'hui. Ce livre, en quelques mots, poignant, très bien écrit, des personnages très bien construits, une recréation de l'histoire de Chine et de Shanghai à la manière fictive très très bien réalisée, et encore bien plus dans cet épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode sur le podcast Audrey's Book Club. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du livre Homeseeking. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai en version Kindle pour ceux qui regardent sur YouTube, de Carissa Chen. Si vous êtes nouveau sur ce podcast, eh bien, je poste un épisode tous les vendredis à 17h et je parle à peu près pendant une vingtaine de minutes d'un livre en détail et je reviens sur ce que j'ai aimé et pourquoi ce livre mériterait d'être lu par vous. Dans mon introduction, j'ai déjà un peu expliqué de quoi va parler ce livre, donc on va suivre deux personnages, Wang Haiwen, qui est un jeune garçon, qui maintenant on le retrouve dans un futur, il a 70 ans, et Su Che, qui est une jeune fille aussi dans le livre, dans toute la première partie, et pareil, elle a dans les 70 ans aussi. Ces deux personnages, comme je l'ai précisé, se sont connus lorsqu'ils vivaient à Shanghai, donc en Chine, et l'histoire de ce livre, c'est de retracer le pourquoi ils sont arrivés jusqu'à Los Angeles. Comment ils ont fait pour en arriver là, comment ils ont fait pour perdre contact, parce qu'ils avaient l'air quand même assez proches. Et tout le livre, ça va être un peu de présent, beaucoup de passé, pour comprendre le contexte et le lien qui lie ces deux personnages. Donc, évidemment, on va revenir un petit peu sur le contexte puisque c'est quand même la partie la plus prenante de l'histoire. Et je pense que vous n'êtes pas forcément tous des spécialistes de la Chine et de ce qui s'est passé dans cette période dont je vais parler. Moi, j'ai un petit peu de connaissances dessus et c'est un peu pour ça que je suis intéressée par ce genre de livre parce que ça rappelle des choses que j'ai pu étudier, mais ça approfondit aussi et ça en donne une manière différente, une vision différente de voir tout ça. Ce livre se déroule lors de l'occupation de Shanghai par les Japonais. Pour ceux qui ne sont pas au courant, durant l'histoire, la Chine a été occupée par pas mal de pays. D'abord, ils ont eu leurs empires, c'était des royaumes, c'est ensuite devenu des empires. Et un peu vers la fin, vers le déclin des empires, il y a eu des occupations, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le Japon était un de ces pays qui a occupé la Chine pendant longtemps, notamment la ville de Shanghai. L'occupation du Japon a commencé en 1937 et Shanghai devient un centre stratégique pendant la guerre puisque ça reste un port maritime, donc c'était quand même assez intelligent pour eux de prendre cette ville-là particulièrement. Nos deux personnages grandissent dans un Shikumen. Un Shikumen, c'est un petit quartier traditionnel de plusieurs maisons voisines qu'on peut retrouver à Shanghai et qui existe toujours aujourd'hui. Il y en a certaines qui ont été conservées. Et lors de l'occupation japonaise, ces quartiers étaient découpés, puisqu'on avait déjà à Shanghai des quartiers européens du style français, néerlandais, anglais. Et là, les Japonais arrivent et ils posent un nouveau découpage sur cette ville. Nos deux personnages principaux, Wang Haiwen et Su Che, ont 7 ans lorsque l'occupation japonaise commence. Ils ne comprennent pas forcément tout ce qui se passe, mais ils comprennent qu'ils sont limités dans leur quartier qui reste pour le moment à peu près chinois, sauf qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas dépasser certaines zones. Donc ils sont vraiment coincés dans ce quartier. C'est pas trop mal, c'est quand même assez grand, mais pour des enfants, ils ne comprennent forcément pas tout l'enjeu derrière.
Wang Haiwen, il est passionné de violon et c'est un des nouveaux arrivants de ce Shokumen puisque ses parents habitaient à Hong Kong avant et ils ont déménagé à Shanghai. Donc lorsque Suche commence à prendre un petit intérêt pour Wang Haiwen, ses parents lui disent ah ben ils sont sûrement riches, ils ont sûrement travaillé pour des Européens parce que un violon, on ne peut pas se l'acheter aussi facilement en 1937. C'est un instrument de musique qui reste occidental et donc pour pouvoir se procurer un violon, ça voulait dire qu'on avait quand même beaucoup d'argent. Et c'est un peu le cas puisque le père de Wang Haiwen travaille dans une industrie de textile. Donc il fait beaucoup d'import-export vers l'Occident, d'où le fait qu'il a réussi à avoir un violon pour son fils. Notre second personnage, Suche, est une jeune fille qui est plutôt têtue, très curieuse et qui pose énormément de questions. Elle grandit dans une famille qui est composée donc de sa grande sœur, son père et sa mère. Et son père tient une librairie. Donc il est souvent en train de leur forcer à lire des livres, d'essayer de s'intéresser au maximum à l'histoire de la Chine et de comprendre ce qui se passe en ce moment. Bon, à 7 ans, on va pas se mentir, elle cherche pas forcément à comprendre. Suche, elle est aussi déterminée. Donc elle veut réussir à l'école et c'est là qu'on voit un peu les prémices de ce que c'est une occupation japonaise. Donc ce n'est pas juste un découpage des quartiers, il y a aussi le fait que les enfants doivent apprendre le japonais à l'école. Alors déjà, il faut savoir que le chinois, c'était quelque chose qui était très laborieux à apprendre pour la plupart des élèves puisque c'était en caractère traditionnel. Donc maintenant, d'imposer le japonais, ça fait encore une difficulté en plus, mais Suche ne se laisse pas démoraliser, elle veut être la meilleure de sa classe. Suche a un rêve, elle voudrait être chanteuse. Elle voudrait chanter comme ces artistes qu'elle admire et qui chantent pour le parti japonais. Encore une fois, elle ne se rend pas compte de cet impact de l'occupation, et c'est pour ça qu'elle se rapproche de Wang Haiwen, puisque lui, il joue du violon, et qu'il sait plein de choses, donc ça l'intéresse forcément. Évidemment, je ne vous le cache pas, elle a un petit crush sur Wang Haiwen dès ses 7 ans. Toute l'histoire continue et en fait on voit l'occupation japonaise sous les yeux des enfants. Donc eux, ils entendent ce qui se passe, ils voient plein de choses, mais ils ne comprennent pas forcément pourquoi tout le monde se crie dessus, pourquoi il y a des gens qui sont morts, ils ne savent pas trop ce qui se passe. En 1939, la ville de Shanghai devient officiellement japonaise et c'est une base militaire. Donc là, ça prend une autre dimension. Donc, il y a des changements qui sont drastiques, une occupation plutôt stricte, puisqu'on va contrôler l'identité de ces Chinois. Il faut qu'ils aient un papier qui prouve qu'ils parlent japonais ou qu'ils aient quand même un intérêt pour leur nation qui est maintenant le Japon, alors qu'ils sont sur un territoire chinois, donc c'est très très compliqué pour eux. La population étrangère reste relativement protégée puisqu'elle est dans les zones internationales de la ville et qu'elle est souvent protégée par les États-Unis. Mais la guerre cause énormément beaucoup de soucis, notamment la famine, puisque ces familles ne vont plus pouvoir acheter à manger du tout. Et la famille de Suche, bien sûr, va connaître plus de difficultés que celle de Wang Haiwen, puisque de base, il n'était pas forcément riche. Et son père va ne plus pouvoir vendre de livres, puisque si les gens n'arrivent même pas à s'acheter du riz, ils ne vont pas s'acheter des livres. Et là, je vais prendre une citation. Donc je lis la citation. Elle ne comprenait rien aux stratégies et aux tactiques de bataille, ni à la lutte pour le pouvoir politique. Ce qu'elle comprenait, c'est que la rareté et la faim, ce creux dans son ventre, jamais vraiment apaisé par la bouillie, le porridge qu'il mangeait, pour la plupart du temps, était plus proche du gravier que du riz. Donc, à travers cet enfant, on voit à quel point c'est difficile, pour eux. Ils vont à l'école, ils apprennent le japonais, ils chantent des chansons de la nation japonaise. Ils rentrent, ils ont rien à manger. On peut voir que dans ce livre, tout le long, même si elle est quand même assez joviale comme enfant, qu'elle est soutenue, que sa sœur essaie de la protéger, que ses parents essaient de lui inculquer des choses, ils vivent constamment dans la peur. Et là, on a une autre citation que je vais vous lire. Ces cauchemars où elle se voyait pourchassée en baïonnette au poing par des soldats sans visage coïncidaient avec ses nouvelles leçons quotidiennes de langue et de coutumes japonaises à l'école. Les cauchemars finirent par s'atténuer, non pas parce que la menace avait disparu, mais parce qu'elle s'était habituée à sa présence. Une rumeur sourde et constante en arrière-plan, qui ne montait en intensité que lorsqu'un sentinelle japonais lui demandait sa carte d'identité ou qu'un groupe de soldats arrogants patrouillant dans les rues la fixait un instant de trop.
Cette enfant, elle va vivre là-dedans, elle va voir la misère, elle va connaître les difficultés de ses parents. On va aussi apprendre par la suite que la famille de Wang Hai-wen va aussi connaître des difficultés puisque comme son père avait des entreprises, elles vont être saisies par le gouvernement japonais. Donc il ne va plus faire de revenus pour lui et pour la Chine, mais pour le Japon. Donc ça va créer des tensions dans le quartier, ils vont dire bah d'accord, vous soutenez les Japonais. Sauf que, encore une fois, Wang Hai-wen et Su Chu, ils ont 7 ans, donc ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Ils sont conscients qu'il y a des conflits entre les parents, mais sans plus. L'occupation de Shanghai par les Japonais s'arrête en 1945 lorsque les Japonais perdent la guerre face aux États-Unis. Ce livre, ce n'est pas seulement l'histoire de Wang Hai-wen et de Su Chu, c'est aussi l'histoire de sa famille. On va voir sa grande sœur Sulan qui essaye, la sorte de Su Chu, qui essaye comme elle peut de s'en sortir, de trouver un moyen d'aider ses parents. On voit que son père a quand même des idées et essaie de transmettre à leur fille des valeurs au niveau du travail, au niveau d'une façon de penser, et qu'il le fait tant qu'il le peut. Et c'est un peu pareil pour les parents de Wang Hai-wen, puisqu'en le mettant dans la musique, ils espèrent qu'il ait un avenir brillant plus tard et qu'il puisse quitter la Chine. En général, ces deux personnages n'allaient pas forcément plus loin que leur quartier pour les raisons que j'ai un peu expliquées plus tôt, mais une fois ils vont braver l'interdit puisque Wang Hai-wen doit jouer un récital de violon et il voudrait savoir s'il va pouvoir le faire ou pas. Donc Su Chu a une brillante idée de le ramener voir une voyante puisque sa mère consulte une voyante une fois par an pour savoir quel est l'avenir de l'entreprise de son père, de la maison, de la famille, etc. Donc ça c'est vraiment, là on est dans les croyances chinoises pures. Donc ces deux personnages vont y aller et la voyante va lui dire qu'il va pouvoir, il ne va pas pouvoir faire son récital puisqu'il y aura encore des bombardements. Et il est un peu contrarié et ensuite la voyante va donner des informations sur ces deux personnages qui sont euh, presque des descriptions exactes de comment ces personnages sont perçus à travers tout le livre et j'ai trouvé que c'était génial de le mettre à ce moment-là. Elle leur apporte une précision et c'est un peu la trame de toute cette histoire. C'est vraiment, comme je l'ai expliqué, ils se retrouvent à Los Angeles bien plus tard et cette citation, elle est au milieu du livre. La voyante leur dit « Vous vous retrouverez attirés l'un vers l'autre encore et encore, comme si un fil invisible vous reliait. » Taylor Swift, Invisible String. Non, je rigole. Elle joignit les mains. C'est davantage une prédestination qu'autre chose. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, cela n'a pas de sens face à vos propres actions. Vous avez un destin avec de nombreuses personnes dans ce monde. Peut-être que votre amitié est l'accomplissement de ce destin. Et les deux personnages sont décondensés parce qu'ils ne se voient pas séparés l'un de l'autre, ils ne comprennent pas forcément la portée des mots à ce moment même. Mais nous, en tant que lecteurs, puisqu'on a le point de vue un peu du futur et qu'on voit quel est leur présent maintenant, on comprend ce qu'elle essaye de dire. C'est qu'ils vont se retrouver, mais ce ne sera pas encore le moment. Donc là, évidemment, on va arriver à une séparation. Évidemment, après l'occupation du Japon, la Chine ne sort pas de ses problèmes puisqu'on passe à une autre forme d'occupation et ça va être le conflit entre le parti nationaliste et le parti communiste. Si vous le savez aujourd'hui, le parti qui domine la Chine, enfin qui gouverne la Chine tout simplement, c'est le parti communiste avec Mao Zedong pour le premier depuis 1949. Mais avant qu'on arrive à ce stade, il y a eu des périodes un peu compliquées qui ont commencé en 1937, puisque le parti nationaliste prenait un peu de pouvoir, notamment avec Chiang Kai-shek à la tête, et on avait Mao face à lui. Donc, on reprend la situation globale. La Chine en elle-même est divisée entre nationalistes et communistes. Les gens sont obligés de choisir entre nationalistes, donc plutôt démocratie, pro-industrie, etc., ou communistes, le bien pour le peuple, reconstruire le pays, devenir aussi puissante que l'Angleterre. Et nos personnages, bien sûr, là ils seront au lycée déjà, et ils vont évoluer dans ce conflit. Ils vont apprendre qui est Mao, ils vont apprendre qui est Chiang Kai-shek, et là on va avoir deux avis différents. Puisque Wang Hai-wen, il est plutôt Chiang Kai-shek, nationaliste. Forcément, puisque son père a une entreprise, et que Mao, lui, ce qu'il voudrait faire, c'est reprendre toutes les entreprises pour le bien de l'État.
Mais vu que son père avait déjà eu son entreprise occupée par le Japon, on peut comprendre qu'il préférait quelque chose comme la politique de Chiang Kai-shek. Et de son côté, Soo-che, elle grandit avec une famille plutôt traditionnelle qui n'a pas forcément quitté Shanghai et donc on leur dit que la Chine va redevenir puissante, la Chine va redevenir elle-même que si Mao Zedong passe au pouvoir. Évidemment, lorsqu'ils en discutent, ils ne sont pas bien conscients de ce qu'ils disent. Ils ne font que redire ce que leurs parents disent. Ils n'ont pas eux-mêmes une conscience exacte du problème et dans quoi ils sont en train de grandir. À ce moment-là, Mao va lancer une chasse à tous les nationalistes, donc Shanghai ne sera pas épargné, et c'est simple, c'est un peu le principe de toutes les guerres. Si tu es nationaliste, tes voisins peuvent te dénoncer pour l'État parce que tu es une menace. Il faut que tu soutiennes la Chine communiste, la Chine qui est pour le peuple. Et là, il y aura les premières accusations qui vont tomber, puisque la famille de Wang Hai-wen va être accusée d'être nationaliste, ce qui n'est pas entièrement faux parce qu'il le pensait quand même, mais bon, on n'avait pas besoin de ça. Et ce qui va se passer, c'est que pour prouver au parti communiste qu'en fait ils sont pour la Chine et pro-Chine, le premier fils va être envoyé à la guerre. Wang Hai-wen, il a un grand frère et une petite sœur, sauf que son grand frère, il vient de se marier et il a un enfant. Et à ce moment-là, il va se porter volontaire pour sauver son frère, puisqu'il ne veut pas que l'enfant grandisse sans père. En faisant ça, il se décide de se rapprocher de Soo-che et de lui expliquer. Là, ils sont à l'aube de leurs 18 ans. Et Soo-che, elle, dans sa tête, oui, d'accord, il y a des conflits communistes, il y a des conflits nationalistes, mais elle veut se marier à Wang Hai-wen. Parce qu'elle l'aime, elle pense que ça pourrait sauver tous les problèmes. Même ses parents sont presque d'accord à l'idée. Et quand elle va se confier à ce sujet et que Wang Hai-wen va lui dire non, elle ne va même pas chercher à comprendre pourquoi il lui dit non. Elle va juste se vexer complètement et partir et ne plus jamais le revoir à ce moment-là. Wang Hai-wen et Soo-che ne se verront plus et Wang Hai-wen ne pourra même pas lui dire pourquoi il est parti. Elle va l'apprendre un peu plus tardivement par le biais de sa famille qui va lui dire mais tu n'es pas au courant, Wang Hai-wen s'est engagé à la guerre pour prouver à la Chine qu'il tient à son peuple. Sauf que Wang Hai-wen, lorsqu'il s'engage dans cette guerre, il ne va pas rester en Chine. Il va être envoyé un peu partout et il va finir aux États-Unis. Donc c'est pour ça que lui, il est à Los Angeles. Soo-che, elle est avec sa sœur Soo-lan, elle reste avec ses parents et elle voit en fait que il y aura des problèmes avec la famille de Wang Hai-wen, son père va être exécuté, il va se passer quand même pas mal de choses. Et à ce moment-là, le père de Soo-che lui dit « Bon, Soo-lan et toi, vous devez partir à Hong Kong parce que là-bas, j'ai une maison de publication qui pourrait peut-être relancer mon business et on a vraiment besoin d'argent en ce moment-là. Donc là, il faut que vous partiez toutes les deux. C'est votre mission. » Soo-lan et Soo-che préparent leurs affaires. Soo-che ne ramène qu'une seule chose, le violon de Wang Hai-wen, au cas où elle le retrouve parce qu'elle a vraiment espoir qu'il est peut-être à Hong Kong à ce moment-là. Soo-lan, sa grande sœur, pense que c'est ridicule parce que c'est super lourd et qu'ils vont devoir traverser quand même la mer. Mais bon, qu'est-ce qu'elle peut y faire? Elle ne peut rien y faire. Donc, elles partent toutes les deux à Hong Kong. Et là, ça va être la désillusion. Elles vont chercher pendant longtemps cette maison d'édition et en fait, elle n'existe pas. Et là, Soo-che commence à se poser des questions. Elle commence à se dire, mais je comprends pas, on nous a dit que si on allait là-bas, on allait avoir un toit, on allait pouvoir réussir et aider papa. Pourquoi, au final, il n'y a rien du tout? Et là, Soo-lan lui dit, c'est une citation, « Réfléchis un peu, tu veux. L'inflation est hors de contrôle. L'affaire d'Appa tient à peine le coup. C'est pour ça qu'il a besoin qu'on conclue des accords lucratifs avec des Hongkongais. » Sa sœur lui dit, « Pourquoi ne viendrait-il pas lui-même? Pourquoi nous aurait-il envoyé à sa place, surtout nous? Pourquoi nous demanderait-il d'y aller alors qu'on n'a même pas un peu d'intérêt pour son affaire ?» Soo-che avait supposé que c'était parce qu'il pensait qu'elles étaient peut-être trop jeunes pour y aller l'une l'autre toute seule, donc il envoie les deux. Et sa sœur lui dit, « Tu es tellement stupide. Appa nous a envoyés assez loin pour nous mettre en sécurité. » En sécurité? À l'abri de la guerre, des nationalistes, des communistes, de tout ce qui pourrait arriver si Shanghai tombe à nouveau. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, la guerre ne se passe pas exactement bien. Soo-che était tellement dans sa bulle, tellement omnibilée par l'idée de se marier à Wang Hai-wen qu'elle n'avait même pas
vraiment compris l'ampleur, qu'elle n'a pas compris que Wang Haiwen n'est pas allé à la guerre juste pour aller à la guerre, pour ne pas se marier avec elle, et qu'il y avait un enjeu un peu plus important derrière. Et là, on va passer dans une période assez sombre, puisque ces deux filles vont essayer de trouver du travail et un endroit où loger. Elles vont loger dans une maison avec une bonne, et elles ont dû passer par des choses difficiles parce que malgré tout ce qui se passe au niveau de la guerre, il y a énormément de maisons de prostitution qui sont mises en place pour pouvoir satisfaire les Européens, les soldats. Et elles ont failli tomber plusieurs fois dans des choses comme ça. Elles vont travailler dans un restaurant de nouilles toutes les deux, mais à un moment donné, Sulan, sa grande sœur, va décider de se mettre à la couture puisque c'est sa passion et qu'elle pense qu'elle peut ouvrir sa propre entreprise. Suche continue à travailler dans l'entreprise de nouilles et envoie des lettres à ses parents dès qu'elle le peut dans l'espoir qu'elle ait un retour. 9 mois se passent sans qu'elles aient de nouvelles de leurs parents. On apprend que la situation s'aggrave, que les communistes et les nationalistes deviennent de plus en plus violents et elle commence vraiment à s'inquiéter. Un jour, elle va finir par recevoir une lettre de ses parents qui lui disent que c'est difficile mais qu'ils sont en train d'économiser de l'argent pour venir les rejoindre à Hong Kong. Je vous laisse deviner la suite, bien sûr, ils ne vont jamais pouvoir venir à Hong Kong. Suche se rend compte que la vie n'est pas forcément aussi rose qu'elle le pensait, qu'elle avait des rêves, qu'elle avait des objectifs, donc elle ne s'arrête tout de même pas de chanter. Elle décide de prendre des cours de chant et elle chante en fait dans un bar le soir. Après que tous les passages aient déjà été faits, comme ça elle peut montrer aux gens ce qu'elle sait faire. Et là on passe dans leur vie adulte. Lorsqu'on passe à leur vie adulte, le conflit communiste-nationaliste continue et en fait Mao va gagner vraiment beaucoup d'ampleur lorsqu'il va prendre la base de Yan'an. Et là, Chiang Kai-shek et les nationalistes vont fuir Shanghai et ils vont partir à l'île de Taïwan, qui elle-même était aussi occupée par les Japonais pendant longtemps. Et donc, Taïwan est maintenant une démocratie par le biais de Chiang Kai-shek. Donc c'est pour ça. Et donc on arrive à la partie de l'histoire que vous connaissez à peu près, la Chine devient communiste. Là, ils n'entendent plus forcément de nouvelles de leurs parents. On passe dans une autre vie, on voit toujours la vie de Wang Haiwen et aussi de Suche. Donc Wang Haiwen, il est dans l'armée, il envoie toujours des lettres à sa mère et dans l'espoir que sa mère transmette des informations à Suche, sauf qu'il ne sait pas que Suche a aussi quitté Shanghai. Et on découvre donc que son père a été exécuté, que sa mère a failli tout perdre et que ça a été un peu en partie à cause de ces lettres parce qu'il y avait une adresse américaine, donc c'est dangereux pour eux parce qu'ils pourraient être associés aux nationalistes. Donc ils finissent par ne plus jamais réceptionner aucune de ces lettres. Hong Kong était de base une colonie britannique qui était censée rester neutre, sauf qu'elle finit par être un point de passage, un point d'accueil pour tous ces Chinois qui essayent de quitter la Chine. Donc c'est pour ça que la situation de Suche et de Sulan, elle a été très très courante en Chine. Et lorsque tout ça se passe, donc elles essayent juste de survivre dans ce monde. Elles doivent aussi faire face à d'autres choses, la barrière de la langue. Parce qu'à Shanghai, ils ont leur dialecte de Shanghai, le shanghaïen, et ils parlent aussi plutôt mandarin. En plus, elle a dû s'adapter Suche et apprendre le japonais. Et là, elle arrive à Hong Kong où on parle cantonais. Donc c'est encore une autre langue. Et on va voir que pendant longtemps, il y aura cette barrière de la langue qui va s'installer. Wang Haiwen aura moins de difficultés puisque lui il parlait déjà anglais lorsqu'il il était petit, donc il arrive quand même à se débrouiller aux États-Unis. Et Sulan va pouvoir ouvrir son entreprise de couture, donc ça c'est un bon point. Et Suche, elle va finir par être courtisée par un homme qui a 40 ans de plus qu'elle, facile. À ce moment-là, elle est un peu dubitative. Elle, ce qu'elle voudrait, c'est être avec Wang Haiwen. Elle repasse souvent ses pensées, donc elle repense à tout ça. Elle se demande comment ça se fait qu'elle n'ait pas pu être avec lui. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il est vivant? Elle ne le sait pas. Et elle va finir par accepter de se marier à ce monsieur. Ce monsieur était quand même très bien placé, très riche. Et avec l'argent qu'elle va pouvoir obtenir, puisqu'elle reste sa femme, elle va aider sa sœur Sulan à étendre son entreprise de couture. Et c'est là où le passé rencontre la réalité, puisque Wang Haiwen, qui lui a terminé la guerre, enfin il est libéré de ses fonctions,
il va reprendre l'industrie de textile. Il va essayer de réouvrir l'industrie de textile, pas forcément la même que son père, mais c'est ce qu'il connaît le plus. Et lorsqu'il va faire ça, il va chercher évidemment du tissu, des gens avec qui travailler pour collaborer. Et un jour, il va tomber sur Sulan, qu'il n'avait pas revu depuis plus de 15 ans. Donc le choc va être énorme. Il va demander des nouvelles de Suche. Elle va lui dire, bah écoute, elle va bien, mais tu l'as quand même laissé tomber. Et là, il lui dit, moi je suis sur le point de me marier avec une Hongkongaise. Donc Sulan, dégoûté, lui dit, sors de mon magasin, je ne ferai pas d'affaires avec toi parce qu'on a trop un passé, je n'arriverai pas à détacher le passé du présent. Wang Haiwen s'en va. Mais il ne part pas tout de suite, puisque là il est à Hong Kong et que il se dit que si Sulan est là, c'est que Suchu est pas très loin et qu'il va finir par la retrouver. Et il finit par tomber sur Suchu. Ils vont se revoir, ils vont en reparler, mais ils sont tous les deux à des stades de leur vie qui est quand même très très éloigné, donc ils ne peuvent pas forcément être ensemble. Et là, ils vont être séparés encore une fois. Et ensuite, on passe au présent maintenant, et ces deux personnages se retrouvent à Los Angeles, puisque ils ont des amis en commun, puisqu'ils vivent dans le quartier chinois de Los Angeles, et ils vont recommencer à en parler. Wang Haiwen va voir sa vie de famille, donc le mari de Suchu est décédé, Sulan, sa sœur, aussi. Et il va voir qu'elle a un fils qui est grand, qui lui-même a déjà un enfant. Et là, on va toucher d'autres sujets. On va toucher le sujet du fait que les enfants ne parlent pas forcément la langue des parents, que les enfants ont une vie vraiment très aisée et qui n'ont pas conscience de tout ce que les parents ont pu vivre avant, de la nouveauté du fait que le fils de Suchu est marié à une occidentale. Pour elle, c'était quelque chose d'extrêmement choquant et nouveau au départ. Et donc, elle essaie de s'y faire et de trouver un rythme à sa vie. Mais son cœur, il bat toujours pour Wang Haiwen. Wang Haiwen, il veut reparler du passé. Il veut comprendre. Donc lui, il était marié, sa femme est décédée. Et il veut comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ils se sont séparés. Sauf que Suche ne veut vraiment rien entendre à propos de son passé. Et la fin du livre va être émouvante, vraiment super émouvante. Et j'ai adoré le livre du début jusqu'à la fin. Puisque Wang Haiwen va repartir à Hong Kong, il va repartir à Shanghai, il va essayer de retrouver sa famille, il va la retrouver. Et c'est par le biais de sa famille qu'il va découvrir que la mère de Suche est encore vivante. Elle est en maison de retraite, elle est très vieille, mais elle est encore vivante. Et la fin du livre, c'est que Wang Haiwen et Suche vont prendre l'avion et aller à Shanghai. On ne sait pas plus. Donc j'avoue, j'ai un petit peu spoil toute l'histoire, mais il faut que vous lisiez parce que il y a tellement de citations intéressantes, il y a tellement de choses à dire sur ce livre que je ne peux pas tout évoquer dans cet épisode. Donc là, je pense que vous l'avez compris, ce livre, c'est littéralement un de mes plus gros coups de cœur pour l'instant, de cette année 2025, mais de toute ma vie, parce que l'autrice, Carrie Setchen, elle est sino-américaine, et elle a fait un travail incroyable de ce qui est de retranscrire toute l'histoire de la Chine, toute cette phase avec les guerres, etc. Elle est vraiment très très forte pour ça. Elle s'est inspirée de l'histoire de ses propres grands-parents qui ont dû quitter Shanghai pour partir à Los Angeles. Et je trouve ça beau, parce qu'il y a vraiment un travail de recherche scientifique derrière. Ce n'est pas juste un livre de fiction tout simple, caduque. Et moi, pour avoir étudié un peu tout ça, je trouve que c'était extrêmement bien construit. Elle arrive à faire en sorte que nos personnages vont présenter un peu la situation tendue de la Chine à travers leurs propres mots, comme si vraiment ils ont existé, ils l'ont vécu. Et ça, je trouve que c'était impressionnant. L'idée que ces deux personnages principaux, Wang Haiwen et Suche, finissent par se retrouver et ont quand même une sorte de closure, je sais pas comment on le dit en français. Je trouve que ça, c'est aussi beau, c'était vraiment beau. Il y avait des moments où j'en ai pleuré parce que leur histoire, elle est tellement forte tout le long du livre. Et j'ai rien à dire de négatif là-dessus. En fait, je pense que la seule chose négative que j'aurais à dire, c'est que j'ai pas aimé l'idée de la fin ouverte. On sait pas s'ils se remettent ensemble. Ok, ils ont 70 ans, mais on sait pas vraiment s'ils se remettent ensemble, si elle arrive à revoir sa mère. Mais j'ai espoir, voilà. Ce livre, il m'a apporté beaucoup, puisque c'était un moyen de s'intéresser
à l'histoire de la Chine à travers d'autres choses, mais aussi de prendre ensemble tout le contexte. On voit aussi tout un genre musical classique avec Wang Haiwen et son violon en 1937. On voit, il y a vraiment des textes de fou dedans. Il y a des poèmes de Li Bai, donc un grand poète chinois. Elle a incorporé des chansons patriotiques japonaises aussi en texte. Elle fait des petits points sur les empires, etc. Moi, je pense que c'est un livre que je pourrais recommander à tout le monde parce qu'il est accessible, il est engageant, les personnages sont très bien construits et on a envie de savoir ce qu'ils deviennent. Et même si le ton du livre en général avait l'air quand même assez triste, moi je trouve qu'il m'a donné de l'espoir. L'espoir de me dire que si on veut faire quelque chose qu'on veut un jour, on peut le faire, qu'on peut toujours avancer même si le passé était difficile et qu'il y a toujours de belles choses qui peuvent arriver et qu'on peut se libérer de nos traumas. Donc je trouve que c'était vraiment une super lecture. On arrive donc à la fin de l'épisode. Je pense que vous l'avez compris par cet épisode à quel point j'étais emballée d'en parler, de vous présenter cette lecture. J'ai tellement travaillé là-dessus que sur ce script et j'ai aimé toutes les pages de ce livre. Vraiment, j'y ai passé des heures et des heures que je suis trop contente que cet épisode voit le jour et j'espère qu'il vous permet aussi d'apprendre quelque chose, de vous faire découvrir un univers, de vous montrer que le contexte historique et l'histoire en général, ça peut être accessible par la lecture et par la lecture de fiction notamment. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, que ce soit sur Spotify, sur YouTube, sur Instagram, de me suivre pour plus d'épisodes et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.